pas bouger. Il parle d'histoire, il parle de ça. C'est son héroïne. Alors, moi, j'ai du mal avec le concept. Moi, je pense que Dany serait plus à même de répondre, hein, parce que... Je ne vois pas pourquoi je serais plus à même de répondre. Je ne sais pas, la francophonie a peut-être évolué derrière moi. Au tout début, j'en avais une grande méfiance, pensant que c'était une façon de ramener dans le troupeau tous ceux qui parlent français pour faire un impact économique quelque part face à l'aglophonie ou quelque chose comme ça. Mais j'ai bien vu quand même, il y a eu entre-temps, pour ma part, des choses positives, parce que quand je n'aurais jamais rencontré autant d'écrivains venant de l'Afrique, la Caraïbe, s'il n'y avait pas, disons, ces subventions pour la francophonie, ces invitations. Il y a quand même, depuis une quarantaine d'années, une présence très forte sur la scène presque internationale d'écrivains sénégalais, haïtiens, caraïbéens et même, enfin, leurs récits sont arrivés jusqu'à un public qu'ils n'avaient pas auparavant. Et c'est là, peut-être, le concept a permis de ramasser quelques sous pour faire en sorte que, du point de vue culturel, peut-être musique, littérature, mais dans la vie quotidienne de ceux qui parlent français, je n'en sais rien. Alors moi j'ai du mal à répondre à ça, je suis prof d'anglais. Hein. Donc, non, c'est ça. Donc non, je la sens pas particulièrement en danger. C'est un combat qu'il y a depuis de nombreuses années, qui vient, que c'est un serpent de mer, hein, le combat pour la langue française en même temps. Contre quoi? Contre la mondialisation, contre le fait que l'anglais prenne une place aussi importante dans la vie quotidienne. Bon, sans doute. Maintenant, ça dépend ce qu'on met derrière défense de la langue française, en fait. Je ne pense pas que ce soit contre l'anglais tel que vous l'enseignez, c'est contre le globish. Oui, même oui, pas, bien sûr. Même pas le franglais qui est la version globish en France ou dans les pays francophones. C'est cette langue qui n'est pas du tout de l'anglais, qui est une sorte de langue créée presque par CNN, enfin, qui fait que la planète parle avec un seul accent et disent les mêmes mots et comprennent le monde d'une seule manière. C'était ça peut-être le problème. C'est l'idée de faire comprendre le monde d'une seule manière et qui est extrêmement dangereux. Bien sûr, on a senti un snobisme qui fait qu'on met de l'anglais partout et un peu partout, dans tout. Et ça, c'est tout à fait vrai, mais je pense que ce genre de choses, ça va et ça vient, et ça ne reste pas pour autant. Un snobisme remplace un autre. Le danger, c'est plutôt ce qu'on a compris qu'une langue peut amener avec elle un regard particulier et que ce serait dommage si nous regardons tous dans la même direction, d'une seule manière. Et c'est ça qu'on a évité. Évidemment, l'académie, elle avoue cela. Défense et illustration de la langue, mais j'ai toujours du mal avec le terme défense parce que je ne vois pas ce qui... Il ne faut jamais défendre. Il faut être vivant, il faut être excitant, il faut être... enfin, avoir un peu de séduction même. Et c'est ça. L'Europe n'a pas crié une défense contre le français quand elle était la langue de l'Europe. Et elle était excitante, des jeunes gens de grand talent écrivaient en français, et Rivarol défendait, enfin, des choses comme ça, et puis on la parlait. Si on se mettait sur la défense, on ne va plaire à personne. Alors moi, je pense qu'on y prête. Enfin, on a vu que pendant la pandémie, le loisir qui est revenu vraiment en France, c'est la lecture. Hein. Donc il y en avait vraiment besoin, et donc c'est parce que c'était aussi l'occasion de prendre du recul et d'être coincé chez soi, de trouver des activités, etc. Et on a repris la place de la lecture.
Elle est essentielle parce qu'elle est là, c'est une évidence. Ça ne tient à rien. Ça tient, je l'ai toujours dit, écrire, lire, et ça ne vous empêche pas de mourir ou de vous étouffer ou de n'importe quoi. Mais ce que ça fait, c'est que ça oxygène votre esprit. Et on a besoin de ça. Ça paraît pas. Ça paraît pas, mais un esprit qui est mal oxygéné peut devenir dangereux. Et donc, c'est très important de lire. On le sait, on l'a bien vu, des gens ont pu traverser sans grand dommage émotionnel la pandémie parce qu'il y avait des livres. Et ils l'ont tout de suite bien vu que c'est pas du tout quelque chose d'abstrait. Et un livre, moi j'en fais l'expérience tout le temps, le livre annule le temps. Vous êtes dans le métro et puis vous vous apprêtez à faire une bonne demi-heure d'ennui total, vous ouvrez un livre et immédiatement vous ratez votre station. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, une chose comme ça peut arriver? Bien, c'est que vous avez fait une sorte de, vous avez ajouté un temps au temps présent. Vous êtes entré dans une autre temporalité, c'est-à-dire le livre que vous êtes en train d'écrire, vous n'étiez plus dans ce métro, vous étiez plutôt au XVIIIe siècle, vous étiez sur les routes, on ne sait où, et vous allez on ne sait où, et vous n'avez rien fait, pas de bruit, les yeux baissés. Votre voisin n'est pas au courant de tout ce fracas, parce que vous lisez un livre qui se passe pendant la guerre de 100 ans, et pourtant vous étiez là, dans le fracas du monde. Et en même temps à penser, à traduire le livre que vous lisez, qui date peut-être de 3 siècles, à la traduire dans votre temporalité d'aujourd'hui. Parce que tout lecteur est un traducteur instantané. Vous traduisez et pour que vous puissiez recevoir l'émotion. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Eh bien, vous avez raté votre passion. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans la lecture, c'est que en fait, on a une voix qui nous lit. Enfin, j'ai pas l'impression d'être normal quand je dis ça. Mais il y a toujours une. Le pouvoir magique de la lecture. Ouais, et puis il y a une voix qui est celle du narrateur ou de la narratrice, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas sa propre voix et que c'est pas la voix de quelqu'un qu'on connaît. On a créé une voix qui nous livre. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, j'ai une voix qui me lit le livre pendant que je suis en train de lire. Alors là, effectivement, pour être ailleurs dans une autre temporalité, on y est tout de suite. Hein. Il y a quelqu'un qui me raconte une histoire. Quoi. Donc, mais c'est vrai d'ailleurs, pour la voix d'ailleurs, souvent les gens me disent « Ah, je crois vous entendre ». Oui. Oui. Donc c'est ça qui a une voix amie, et même qui vous tient la main et qui vous amène jusqu'à la fin du livre. Hein. Et ça, c'est cette consolation dont vous parlez. Alors que dehors, c'est le fracas, c'est des choses qui ne sont pas logiques, et qui se passent, des choses inattendues, mais des fois bénéfiques, des fois maléfiques. Et il n'y a pas d'harmonie. C'est pour ça que les dictateurs ont une haine contre les écrivains. Et ils ont l'impression que l'écrivain gouverne un pays harmonieux. Le livre, qu'ils savent où ils mettent et qu'ils peuvent facilement mater une grève de l'alphabet, et qu'ils ont tous sous le contrôle. Alors ils rêvent d'avoir un pays pareil. Mais non, ils ne peuvent pas, parce que c'est pas vrai, ils se trompent. Et les personnages, le livre ne peut exister que si les personnages prennent leur autonomie. Mais nous savons laisser aller les gens, les dictateurs ne savent pas. Alors, voyez. Nous, on met de la liberté sous la contrainte. Les dictateurs, ils mettent de la contrainte sous la contrainte. Donc Voilà. Et je me suis dit, en voyant des enfants dans un aéroport qui étaient en train d'écrire et de dessiner, les enfants font toujours 2 choses à la fois. Ils écrivent et ils dessinent. Et je me suis dit, mais ça doit être une attitude naturelle d'écrire et de dessiner. Et c'est Cocteau qui disait que l'alphabet, c'est du dessin organisé. Donc, on était à l'origine le dessin, parce qu'il faut faire un dessin pour faire la lettre A, pour faire la lettre B, Et je me suis dit, on pourrait reprendre cette manière-là, cette vision du monde, très simple, très naturelle. Mais naturellement, vous faites ça, tout le monde est un peu étonné quand j'ai publié le premier autoportrait de Paris avec chat, parce que je ne savais pas dessiner. Et
Et j'écrivais un peu difficilement pour la lecture. Et puis, on ne peut pas faire ça en poche, on ne peut pas faire ça en traduction. Les journalistes, les critiques ne savent pas comment faire ça. Les libraires se demandent où mettre ça, ça prend trop de place et puis c'est pas assez bien fait pour que les gens se ruent dessus. Et ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle la liberté et je crois que c'est là qu'il faut aller de plus en plus si on veut faire des choses. Quand il y a de la difficulté, quand tout nous pousse à faire facile pour pouvoir avoir une présence, il faut jouer sur la difficulté, sur l'autonomie, sur la liberté. Moi, c'est comme ça. Je prends, quand tout le monde court dans une direction, je prends la direction opposée. Et parce que c'est difficile. Mais quand on arrive en terrain, dans l'espace, on est seul. C'est ça. Parce que quand même, quelque part, c'était pour ça qu'on avait fait ce métier. Et c'est pour être libre, c'est pas c'est pour faire ce qu'on veut. J'écris aussi en imprimé, je viens de publier une nouvelle. Je vais continuer. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'idéologie derrière ça. C'est l'idée que j'ai le droit de faire ce que je veux. Et j'ai de la chance de trouver des éditeurs comme Grasset beaucoup, et là c'est Seuil, et qui acceptent. Et naturellement, les gens me disent « Oui, mais c'est parce que c'est toi. » Mais non, c'est parce que je l'ai proposé. C'est parce que les gens refusent avant même de demander. Ils se disent même qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Si je le fais, les gens vont refuser. Ils refusent même. Ben, essayez pour voir. Tu retrouves cette difficulté, toi, de séduire un petit peu l'éditeur avec un projet Ah ouais, avec un projet... Non, pas... Enfin... Mais je ne cherche pas à séduire. Hein. Non, je ne cherche pas à séduire l'éditeur. Il se trouve que, généralement, moi, dans les livres, déjà, j'ai été très fidèle à des maisons d'édition pendant longtemps, comme Denis, de toute façon. Et puis, donc, on n'est pas dans un rapport de séduction. Hein. Non. Effectivement, là, j'ai changé d'éditeur, mais c'est pas un rapport de séduction, c'est que ça s'est fait naturellement. Le dernier, mon livre qui va paraître là en avril, il est né d'une photo qu'a publiée une éditrice sur un réseau social sur la réouverture des bars au moment de l'année dernière, au mois de juillet, en disant, elle l'a publié au mois de mars l'année dernière en disant, c'est une photo du Nemours à Paris, de la terrasse du Nemours, en disant qui c'est qui m'accompagne le jour où ça rouvre enfin. Et moi j'étais le premier à répondre moi, et ça m'a déclenché un roman, donc c'est pas... Voilà, c'est le livre À si petit monde, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est un qui n'a rien à voir, qui s'appelle Café sans filtre, qui paraît le 7 avril, mais à l'Iconoclaste. Ouais. Donc j'ai changé de maison. Ah, une jolie maison. Oui. Alors moi, ça me fait... Je reviens sur ta question, sur là où ça peut jouer quand même, moi je vois les couvertures de l'Iconoclaste et la façon dont ils présentent les livres. C'est le travail de l'éditeur de chercher, par contre, avec des couvertures, de chercher peut-être de nouveaux lecteurs, une nouvelle tranche d'âge. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure aussi qu'est-ce qu'il faut défendre la langue française, j'y réfléchis depuis tout à l'heure en fait. Défendre, c'est toujours effectivement difficile, mais c'est vrai que dans les générations, moi j'ai des élèves qui émaillent leur conversation d'anglais tout le temps, parce que Internet. Non, pas du tout. C'est que c'est devenu un truc, c'est qu'ils sont tellement sur les réseaux sociaux et tellement sur... C'est un like. Comment tu traduis un like ? J'aime. Non, sur mon post Facebook, j'ai un like, 3 mots, en fait, 3 mots anglais. Donc effectivement, vers ces gamins-là qui sont moins familiers, même s'ils aiment ça à lire, quand on leur lit des choses, ils adorent, mais... qui sont moins directement vers le livre en tant qu'objet papier, peut-être que changer de graphie, changer de couverture, etc., mettre de la couleur, ça peut marcher. Alors c'est un peu grossier comme procédé de séduction, mais faut voir. Oui, mais il faut dire que je ne pense pas à des jeunes qui vont trouver ça plus dans leur... Parce qu'ils ont, dans ce sens-là, ils ont tellement de choses beaucoup plus attractive. Et je ne fais pas du tout de concurrence. Oui, bien sûr. C'est une démarche personnelle. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est super. Le dessin, c'est une démarche personnelle. Et comme ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler qu'on a fait cela pour être plus libre. C'est ça. Ça, c'est très important. Mais c'est une démarche libre, ça, complètement.
C'est très important de le rappeler. Parce que souvent, c'est vrai, je répète, souvent les gens me disent « Ah, vous avez pu écrire un livre avec un titre pareil, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. C'était il y a longtemps, maintenant, vous n'auriez pas pu. » J'ai dit « C'est pas vrai du tout. » Et d'abord, c'était très, très censuré. Et quand je l'avais écrit, et toute la presse américaine l'avait censuré, le New York Times, le Washington Post, tout le monde. Le problème, c'est que les gens qui font les choses les ont toujours fait. Oui. Et il n'y a pas de date. Et actuellement, il y a des gens qui font des choses que dans 20 ans, on dira, ben, c'est pas possible d'avoir fait ça parce que vous avez fait. Maintenant, vous aurez pu le faire. Autrefois, il y a 20 ans, mais maintenant, vous n'aurez pas. Non. C'est parce qu'ils l'ont fait et que ça s'est multiplié que les choses se sont ouvertes. On le trouve, la notion de liberté qui revient en force dans l'édition française avec des formats beaucoup plus libres. Le retour de la poésie, qui a pendant longtemps été dans sa petite niche, là, et qui se retrouve dans les textes, et qui se retrouve dans certaines collections. Et je sais pas, moi, dans ce que je lis pour les Stéclair, pour les rubriques, il y a beaucoup de textes très, très libres. Je pense au Anne-Fleur Multon, là. Wow. C'est le lecteur qu'il faut dégager. Je me souviens avoir fait une conférence, enfin, dans le salon du livre, je crois, à Paris ou à Montréal, et d'avoir dit, je croirais dans les lecteurs, je croirais dans vous, lecteurs, qui étaient, quand vous ferez une queue interminable pour un recueil de poèmes. Oui, absolument. Oui, absolument. Si vous continuez à faire des queues pour les mêmes livres que je connais... Oui, c'est ça. On a des noms en tête, mais on ne le dira pas. Donc, j'ai pas trop confiance. J'ai dit, même pour plaisanter, dites-vous bien, et que on se dit, bon, on va se mettre en ligne pour aller acheter un recueil de poèmes. On va faire ça pour s'amuser. Si on peut pas faire ça, sur les réseaux sociaux, on dit, on fait une manifestation pour la poésie au salon, on va se mettre devant 2 ou 3 poètes qu'on s'est choisis, on dit, on fait une longue queue pour qu'il se passe quelque chose dans cet événement-là. Si on ne peut pas faire ça pour plaisanter, ça vous coûtera rien d'ailleurs, 10 €. Si on ne peut pas faire ça pour plaisanter, c'est qu'on n'est pas digne de ce qu'on lit. Il change de vitesse pour chaque individu. Nous avons des vitesses différentes et malgré tout ce que l'on croit, nous ne couchons pas tous en même temps. Les portes fermées ne disent pas que nous sommes couchés. Et nous avons c'est un mouvement continu. Et quand je dis ça, c'est pas le monde en général qui s'arrête à un moment donné. Pour la pandémie, c'est clair. Mais c'est aussi c'est un grouillement total. Des fois, nous sommes en accélération, des fois, nous sommes en ralentissement, des fois, nous sommes au neutre. Et l'arrêt aussi permet à un autre à côté d'augmenter sa vitesse par opposition à nous. Enfin, c'est extraordinaire. Ce mouvement continu, ce tourbillonnement, c'est un spectacle magique. Et si on n'est pas... c'est pour ça que j'aime beaucoup La Fenêtre. J'écris beaucoup sur La Fenêtre dans mes livres. Il y a toujours un personnage qui regarde, comme dans ce dernier petit livre que j'ai publié, l'enfant qui regarde. Et l'enfant qui regarde à sa fenêtre ou l'enfant qui regarde assis sur un muret est dans la vitesse du monde. Il est dans une folle course, si l'on en croit et Einstein, précisément. C'est par lui qu'on va calculer la vitesse des autres. C'est parce qu'il y en a un fixe et qu'on voit. Et Dieu seul sait que si on accélère trop la vitesse en voiture, on voit le paysage s'arrête. Et c'est parce que si on est allé trop loin dans la vitesse. Donc pour moi, c'est pas du tout lié à une situation politique ou sociale. C'est vraiment la puissante et magnifique machine qu'est le monde. Tu partages ? Ah ben oui, moi, ma prochaine héroïne, elle est au fond du café, elle regarde, elle dessine. Voilà. Et elle regarde les autres, hein, et c'est elle qui est la narratrice, oui, bah oui, hein, de ce monde qui commence à l'extérieur et puis qui rentre à l'intérieur du café après. Et elle est au cœur du mouvement. Et elle est au cœur du mouvement. De ces cafés dans lesquels on va enlever les masques demain.
Demain, c'est pour ça. Oui, le café, c'est ça. c'est magnifique, un café, parce que d'ailleurs, tout le temps, je pense à ça, comment ils ont pu inventer cela, et un espace public où les gens se réunissent, permettant à des gens qui ne se connaissent pas et de se parler. Et aussi, ça a réglé beaucoup de problèmes conjugaux dans les maisons. Il suffit que le père ramasse sa veste et dit « je vais au café ». Et c'est un ajournement. Il botte en touche, comme on dit. Et c'est un ajournement. Non, le café où se complotent toutes sortes de manifestations. Non, j'aime beaucoup cet espace. Je le compare à un roman. Et beaucoup plus qu'un poème où des personnages secondaires rentrent massivement, beaucoup plus que le personnage principal, la femme qui est... Et où l'on peut changer de café. D'ailleurs, c'est une phrase d'Aragon que j'ai mis en exergue d'un de mes livres. La vie, c'est changer de café. C'est-à-dire, on ne comprend pas des gens qui se fassent humilier dans un café sans cesse, et puis il y en a 5 à 10 000, il va pas dans un autre. Vous n'avez qu'à sortir, franchir la porte, personne ne vous empêchera de le faire et d'aller en face. Si jamais vous voulez changer de vie, vous n'avez qu'à changer de café. C'est vrai.